Il ne resta personne pour le raconter. Quand la fumée se dissipa sur les eaux grises de la mer Baltique, le seul chiffre qui comptait était le silence. Il ne s'agissait pas d'un accident maritime ni d'une erreur de navigation. Ce qui flottait parmi les débris de bois et les voiles déchirés était l'écho d'une certitude brisée. Une flotte de guerre suédoise avait disparu en moins d'une heure, sans gloire, sans retour, sans chant, qui aurait pu être entonné autour du feu. Pendant des siècles, on nous a appris à voir les Vikings comme des prédateurs absolus, des hommes nés pour dominer la mer et soumettre quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Ils ont pillé des villes, humilié des royaumes et fait de la peur une monnaie plus précieuse que l'or. Dans les récits officiels, ils avancent toujours, ils gagnent toujours, ils reviennent toujours. Mais cette image, répétée jusqu'à devenir un dogme, a caché une vérité inconfortable. Même le chasseur le plus redouté peut devenir une proie lorsqu'il cesse de comprendre le monde sur lequel il marche. Ce matin-là, dans la Baltique, ils ne sont pas morts en combattant un grand empire ou face à un roi couronné par Dieu. Ils sont morts en affrontant quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Un ennemi sans nom dans les livres, des hommes qui ne suivaient pas les règles, qui ne cherchaient ni honneur ni reconnaissance. Ils sont morts dominés par une sensation que les Nordiques admettaient rarement, la panique face à l'incompréhensible. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le temps et démonter une arrogance construite au fil des générations. Pendant près de 300 ans, les rois du Nord avaient traité la mer Baltique comme un lac privé. Ils regardaient vers l'Est et ne voyaient pas de société, de culture ou de peuple avec une mémoire. Ils y voyaient des ressources, ils y voyaient des côtes faciles, des villages vulnérables, des corps qui pouvaient être enchaînés et des marchandises qui pouvaient être chargées sur les bateaux avant de rentrer chez eux pour célébrer. Cette habitude est devenue une routine, et la routine une cécité. Aucun empire ne tombe d'un seul coup. Il tombe quand il cesse d'observer ceux qui l'oppriment. Tandis que les bateaux revenaient chargés de butin, de l'autre côté de la mer s'accumulait quelque chose de plus dangereux que la rancune, l'apprentissage. Chaque incursion laissait une leçon. Chaque village incendié enseignait comment ils attaquaient, comment ils naviguaient, comment ils se fiaient trop à leur renommée. Mais personne dans les salles de pouvoir n'a voulu le voir. Quand certains bateaux ne sont pas revenus, on a parlé de tempête, de malchance, de capitaines incompétents. Il était plus confortable de penser au hasard que d'accepter que quelque chose changeait. Admettre la vérité signifiait reconnaître que la peur ne voyageait plus dans une seule direction. Dans les forêts denses des côtes orientales, où le brouillard se mêle aux arbres et où le silence a son propre poids, vivaient des peuples dont les noms aujourd'hui ne disent presque rien. Cours, Osiliens, hommes de l'eau et de la forêt. Pour les chroniqueurs ultérieurs, ce furent des tribus, un mot qui réduit et simplifie. Mais au XIe siècle, ces noms étaient murmurés avec inquiétude dans les salons de Suède et du Danemark, car ils représentaient une idée insupportable. Il y avait quelqu'un de l'autre côté qui non seulement avait perdu la peur, mais avait appris à l'utiliser. Ce fut le véritable début de l'histoire. Non pas quand les bateaux ont brûlé, mais quand le mythe du Viking invincible commença à se fissurer. Dans la Baltique orientale, les loups du Nord étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient réveillé un ours dans sa propre caverne. L'arrogance ne naît pas de la force, mais de la répétition. Quand une victoire se répète trop souvent, elle cesse d'être une conquête et devient une coutume. C'est exactement ce qui s'est passé dans la mer Baltique. Pendant des générations, les royaumes nordiques ont navigué sur ces eaux sans réelle opposition. Chaque traversée renforçait l'idée que la domination était naturelle, presque un droit accordé par les dieux et par l'histoire elle-même. Pour les hommes du Nord, l'Est n'était pas un monde avec une volonté propre. C'était une extension de leur économie. Les expéditions n'étaient plus planifiées comme des campagnes risquées, mais comme des voyages commerciaux armés. Les bateaux partaient, touchèrent la côte, prenaient ce dont ils avaient besoin et revenaient. Ambre, peau, prisonniers. Tout avait une valeur et tout pouvait être échangé. Avec le temps, cette logique a déshumanisé l'ennemi au point de le rendre invisible.
Ce n'étaient pas des adversaires, ils faisaient partie du paysage. Dans les cours de Suède et du Danemark, cette vision est devenue doctrine. Les jeunes nobles grandissaient en écoutant des récits de facilité, non de danger. La Baltique était présentée comme un espace domestiqué, une frontière fermée. Et quand une frontière est jugée fermée, on cesse de la surveiller. Ce fut l'erreur qu'aucun conseiller n'osa nommer à voix haute. Les premiers signes d'avertissement furent petits, presque insignifiants. Un bateau qui ne revenait pas, une patrouille qui se perdait près d'une île, un port qui attendait des marchandises qui ne sont jamais arrivées. Dans tout autre contexte, ces faits auraient déclenché des alarmes. Mais dans un système habitué au succès, ils se sont transformés en anecdotes gênantes. Le mauvais temps est toujours une excuse utile. La malchance, une explication rassurante. D'un point de vue moderne, le schéma est clair. Les empires ont tendance à surestimer leurs capacités et à sous-estimer l'adaptation de ceux qui sont sous leur ombre. Ils confondent silence et soumission. Ils confondent patience et faiblesse. Tandis que les rois buvèrent de l'hydromel et célébraient d'anciennes gloires, de l'autre côté de la mer se produisait un changement silencieux, presque invisible pour ceux qui ne voulaient pas le voir. Dans les colonies côtières orientales, les attaques nordiques ont laissé plus que des ruines. Elles ont laissé du savoir. Les survivants ont observé comment les bateaux se déplaçaient, comment ils dépendaient du vent, comment ils cherchaient des eaux profondes pour manœuvrer. Ils ont appris que la renommée du Viking était sa plus grande arme, mais aussi son plus grand point aveugle. Un ennemi qui se croit redouté imagine rarement qu'il est étudié. Cet apprentissage ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il fut lent, fragmenté, transmis dans des histoires autour du feu et des avertissements murmurés. Chaque incursion était analysée, chaque retraite un motif de réflexion. Il ne s'agissait pas de vengeance immédiate, mais de préparation. D'attendre le moment où la confiance de l'envahisseur deviendrait lourde comme une armure mal ajustée. Pendant ce temps, dans les villes commerciales suédoises, la vie continuait. Des marchands étrangers marchaient sur les quais, parlaient des langues différentes, souriaient et payaient des impôts. Personne ne soupçonnait que parmi ces regards se trouvaient des yeux attentifs, des mémoires précises, des hommes qui comptaient les bateaux et observaient à les dates. La guerre ne commence pas toujours avec des épées dégainées. Parfois, elle commence par quelqu'un qui écoute en silence. C'est ainsi que s'est construite la panique qui allait suivre. Non pas comme une explosion soudaine, mais comme une lente fissure dans la sécurité collective. Le pouvoir nordique restait apparemment intact, mais sa base psychologique était déjà érodée. Et quand un empire cesse de comprendre ceux qu'il domine, ce n'est qu'une question de temps avant que la peur ne change de camp. Le vrai changement ne s'est pas produit sur les champs de bataille, mais loin d'eux, dans des endroits où les chroniqueurs n'ont jamais regardé. Il s'est produit dans des criques cachées par la brume, dans des rivières peu profondes qui s'enfonçaient dans les forêts, dans des chantiers navals improvisés où le son des marteaux s'éteignait avant l'aube. Là, les peuples de la Baltique orientale ont commencé à faire quelque chose que les Nordiques n'auraient jamais imaginé. Les copier, les adapter et finalement les surpasser. Pendant des décennies, les Vikings avaient cru que la mer était leur élément naturel, un espace que seul Savenay dominait. Mais cette domination était conçue pour la pleine mer, pour les longues traversées et les côtes larges. Dans les eaux traîtresses de l'Est, remplies de bancs de sable, d'îlots rocheux et de passages étroits, cet avantage s'est dilué. Les hommes de la forêt ont compris quelque chose d'essentiel. Ils n'avaient pas besoin d'être plus forts. Ils avaient juste besoin de se déplacer là où l'ennemi ne pouvait pas. Ainsi sont nées leurs embarcations. Ce n'étaient pas de grossières imitations des dracars nordiques, comme beaucoup en Suède l'auraient supposé avec dédain. C'étaient des navires plus légers, à fond plat, conçus pour glisser sur des eaux peu profondes et disparaître parmi les archipels où les bateaux lourds restaient piégés. Ils n'étaient pas faits pour la gloire, ni pour traverser les océans, mais pour attaquer et s'évanouir comme des ombres. Ce fut le point de rupture psychologique. Les Vikings étaient habitués à imposer le rythme du combat, à choisir quand et où lutter. Soudain,
Il faisait face à un ennemi qui refusait ce jeu. Il ne formait pas de ligne, ne cherchait pas d'affrontement direct, n'offrait pas le genre de bataille qui pouvait être chanté dans les sagas. Pour les hommes du Nord, ce n'était pas seulement frustrant, c'était profondément inquiétant. D'un point de vue culturel, le choc fut dévastateur. L'identité guerrière viking était liée à la visibilité de l'ennemi, à l'affrontement ouvert, à la reconnaissance mutuelle du courage. Les peuples de l'Est ont brisé cette narration. Ils attaquaient sans préavis, choisissaient le moment exact et se retiraient avant que la riposte ne puisse être organisée. Ils transformaient l'attente en arme et le silence en message. Sur les côtes orientales, la peur avait changé de fonction. Elle ne paralysait plus ceux qui y vivaient. Maintenant, elle était cultivée avec intention. Chaque bateau qui ne revenait pas, chaque patrouille qui disparaissait, alimentait des rumeurs. Et les rumeurs sont plus puissantes que n'importe quelle épée quand elles commencent à voyager sans contrôle. Les marins nordiques ont commencé à parler d'eaux maudites, d'ennemis surgissant du brouillard, de côtes qui semblaient les observer. Les autorités suédoises continuaient de ne pas réagir. L'idée que des barbares de l'Est puissent développer une stratégie complexe ne correspondait tout simplement pas à leur vision du monde. Le reconnaître aurait signifié accepter que la hiérarchie qui justifiait leur domination était une illusion. Alors, ils ont choisi de ne pas voir. La cécité s'est terminée brusquement, non par un avis diplomatique ni par une déclaration formelle, mais par une vision impossible à l'horizon. Une sentinelle, postée dans une forteresse insulaire, observait la mer en attendant les voiles familières, les bandes connues, l'ordre prévisible. Ce qu'il vit, en revanche, n'avait aucun sens. Des embarcations sombres, rapides, avançant sans formation, comme un essaim qui n'obéissait à aucune règle connue. À cet instant, avant même le premier choc, l'histoire de la Baltique a changé pour toujours. Car lorsqu'un ennemi cesse de se comporter comme vous l'attendez, il est déjà trop tard pour réagir. Le matin où tout a éclaté n'a pas commencé par des cornes de guerre ni par des défis hurlés au vent. Il a commencé par la confusion. La sentinelle n'a pas donné l'alarme immédiatement car son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Ce qui avançait sur l'eau ne correspondait à aucun schéma connu. Il n'y avait ni rangées ordonnées, ni symboles clairs. C'était un mouvement rapide, irrégulier, presque chaotique, comme si la mer elle-même avait décidé de se rebeller. Quand les navires se sont approchés suffisamment, il n'y avait plus de doute. Ils ne venaient pas pour commercer. Ils ne cherchaient pas non plus à démontrer leur valeur dans un affrontement honorable. Ces hommes de l'Est étaient venus briser quelque chose de plus profond qu'un port. Ils étaient venus briser une certitude. La réaction initiale de la garnison suédoise fut l'incrédulité, suivie d'un désordre qui se propagea avec une rapidité alarmante. Ce ne fut pas une bataille au sens traditionnel. Il n'y eut pas de temps pour former des défenses, ni pour mesurer les forces. Tout s'est déroulé avec une précision inquiétante. Les attaquants se déplaçaient comme si chaque geste avait été répété pendant des années. Ils frappaient, se retiraient, réapparaissaient à un autre point. Pour les défenseurs, habitués aux affrontements frontaux et aux hiérarchies claires, cela était déconcertant. Ils ne savaient pas qui attaquer ni d'où viendrait le prochain impact. Le véritable effondrement ne fut pas physique, mais mental. Les hommes qui avaient survécu à d'innombrables campagnes commencèrent à perdre le contrôle. Le pont des bateaux, normalement un espace de domination et de confiance, se transforma en un lieu hostile. La fumée, le bruit et la sensation d'enfermement ont brisé la discipline. Dans cet état, même les plus expérimentés prirent des décisions désespérées, guidés par l'instinct le plus primaire. Mais la terreur ne se nourrissait pas seulement du présent, mais de ce que l'on croyait qu'il allait arriver ensuite. Parmi les Vikings circulaient d'anciennes histoires sur les peuples de la forêt. Des récits exagérés qui parlaient de sanctuaires cachés et de rituels interdits. En temps normal, ces histoires étaient racontées comme des curiosités ou des avertissements pour enfants. Au milieu du chaos, elles se transformèrent en vérité absolue. L'idée de ne pas mourir selon ses propres croyances était plus terrifiante que la défaite elle-même. Pour un guerrier nordique, la fin de la vie avait une signification qui transcendait le corps. Affronter un destin incertain, loin de chez soi et sans reconnaissance, était une rupture totale avec l'ordre du monde.
Les hommes de l'Est comprenaient cette peur et l'utilisaient avec une froideur calculée. Ainsi, la panique se propagea plus vite que n'importe quelle attaque. Il n'était pas nécessaire de vaincre tout le monde. Il suffisait de briser la volonté collective. En quelques minutes, la scène devint méconnaissable. L'orgueil qui avait soutenu la flotte suédoise pendant des générations s'est effondré face à un ennemi qui n'offrait ni explication ni concession. Quand tout fut terminé, la mer redevint silencieuse. Il n'y eut ni célébration ni discours. Seulement des débris emportés par la marée et une sensation que personne dans le Nord n'avait jamais expérimentée auparavant. La certitude que quelque chose de fondamental avait été perdu. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était la découverte que la peur, cette vieille alliée des Vikings, avait changé de camp. La nouvelle n'est pas arrivée avec des trompettes, ni avec des messagers solennels. Elle est arrivée comme arrivent les vérités que personne ne veut entendre, entraînées par l'eau et le hasard. 2 jours après le désastre, un pêcheur a trouvé des débris de bois noircis échoués sur la côte. Parmi eux, des objets reconnaissables, des fragments qui ne laissaient aucune place au doute. Ce n'était pas une tempête, ce n'était pas un accident, c'était un message. Dans les centres de pouvoir suédois, l'impact fut immédiat et profond. La perte ne se mesurait pas seulement en bateaux ou en hommes, mais en autorité. Un royaume qui ne peut pas protéger ses propres côtes commence à se fissurer de l'intérieur. Les clans rivaux observent, les alliés doutent et les ennemis, silencieux, prennent note. Le roi Knut Eriksson le comprit à l'instant. Ce n'était pas un épisode isolé, c'était une crise existentielle. Pendant des générations, la paix dans le Nord avait été une paix imposée, soutenue par la réputation et la peur. Cette paix avait un nom non écrit, la certitude que personne n'oserait défier l'ordre établi. Maintenant, cette certitude avait été publiquement humiliée. Si le roi ne répondait pas avec force, le mythe s'effondrerait complètement. La décision fut rapide et chargée de symbolisme. Au lieu de renforcer les défenses ou de repenser les stratégies, Knut choisit le chemin que les rois ont toujours pris quand ils sentent que le sol tremble sous leurs pieds, démontrer sa puissance. Il ordonna de rassembler la flotte royale, le Laïdang, et de lancer une offensive totale vers l'Est. Il ne s'agissait pas seulement de punir les responsables, mais de restaurer l'équilibre du monde tel qu'il le concevait. La mobilisation fut impressionnante. Des centaines de bateaux se rassemblèrent dans les archipels proches de Stockholm. Des milliers d'hommes répondirent à l'appel, convaincus qu'ils étaient sur le point de participer à une campagne qui rendrait au nord sa gloire d'antan. L'acier brillait sous le soleil d'été, les voiles s'élevaient comme des promesses, et les prêtres bénissaient le départ avec des mots solennels. Pour beaucoup, cela semblait le retour d'un âge d'or. D'un point de vue psychologique, la scène était révélatrice. Le rituel collectif servait à calmer les doutes. Les adieux sur les quais, les drapeaux flottants, les chants, tout remplissait une fonction. Renforcer l'idée que l'ordre existait encore, que le roi avait le contrôle. Personne ne voulait être la voix qui rappellerait que l'ennemi avait changé. Cependant, il y avait un détail qui passa inaperçu parmi tant de ferveur. Les villes suédoises n'étaient pas des espaces clos. C'étaient des nœuds de commerce international, remplis d'étrangers, d'interprètes, de marchands et de voyageurs. Dans ce flux constant de visages et de langues, l'information circulait facilement. Chaque bateau compté, chaque provision chargée, chaque date annoncée était observée par quelqu'un qui n'appartenait pas au royaume. Tandis que la grande flotte se préparait à appareiller vers l'Est, convaincue qu'elle porterait la guerre en terres ennemies, d'autres yeux voyaient quelque chose de distinct. Ils voyaient des ports se vider, des défenses s'affaiblir, et une opportunité qui n'apparaît que lorsque l'arrogance est confondue avec la confiance. Sans le savoir, le roi Knut laissait la porte de sa maison ouverte. Et dans la Baltique, quand une porte reste ouverte trop longtemps, quelqu'un entre toujours. La flotte suédoise partit avec la conviction de celui qui croit que la force numérique peut résoudre n'importe quel problème. Les bateaux avançaient vers l'Est à la recherche d'une confrontation directe, imaginant des plages défendues et des ennemis formant des rangées. Cette attente révélait à quel point ils restaient piégés dans l'ancienne façon de penser. Ils ne concevaient pas la guerre comme quelque chose qui pourrait les éluder, les détourner ou les vider de l'intérieur avant le premier choc.
Pendant que les rames frappaient Zendesi en direction de la Courlande, un mouvement beaucoup plus discret se produisait dans le sens inverse. Une petite embarcation, rapide, à peine perceptible, quitta le port sans attirer l'attention. Elle ne transportait ni soldats ni étendards, seulement un message bref et dévastateur. En substance, il disait l'impensable. Le nid est vide, la garde est partie, le cœur est exposé. Ce message arriva à destination avant que la flotte suédoise n'eût suffisamment avancé pour soupçonner quoi que ce soit. Les seigneurs de guerre de l'Est comprirent immédiatement ce que cela signifiait. Ils n'avaient pas besoin d'affronter l'armée. Il suffisait de la laisser partir. Le véritable objectif n'était pas l'épée, mais le foyer. Quand les Suédois atteignirent la côte orientale, ils se heurtèrent à une scène déconcertante. Il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait ni village défendu, ni ennemi qui attendait. Les colonies étaient vides, le bétail avait disparu et les chemins ne montraient aucun signe de vie. C'était une terre fantôme. Pour les généraux, habitués à mesurer le succès en fonction de ce qui était visible, cette absence était inquiétante. Convaincus que l'ennemi se cachait dans les forêts, ils ordonnèrent tôt le débarquement. Des milliers d'hommes s'enfoncèrent dans un territoire qu'ils ne connaissaient pas, suivant des guides locaux dont la loyauté était, pour le moins, douteuse. Le paysage devint un ennemi silencieux. Des tourbières cachées sous le feuillage, des sentiers qui se perdaient, des terrains qui engloutissaient hommes et chevaux indifféremment. Chaque pas était plus lent que le précédent. Le plus destructeur, cependant, fut la sensation d'être observé. Chaque nuit, de petits groupes de sentinelles disparaissaient sans laisser de traces. Il n'y avait ni cris, ni alarme. À l'aube, il ne restait que des casques cabossés sur la mousse ou des traces qui s'évanouissaient dans l'humidité. Ce type de guerre ne cherchait pas de victoire visible, mais à éroder l'esprit de l'adversaire. D'un point de vue moderne, il s'agissait d'une stratégie impeccable. Priver l'ennemi d'informations, l'obliger à gaspiller du temps et de l'énergie, briser la cohésion interne. Les Suédois se disputaient entre eux, les capitaines s'accusaient mutuellement, et la discipline commençait à se fissurer. La force la plus redoutée du Nord avançait en cercle, sans comprendre que chaque jour perdu était une victoire pour l'autre camp. Pendant que 10 000 hommes s'enfonçaient de plus en plus profondément dans la forêt, poursuivant des ombres, le véritable coup se préparait loin de là. À des centaines de kilomètres, de l'autre côté de la mer, une flotte distincte émergea du brouillard matinal. Elle ne cherchait pas une armée, elle cherchait un symbole, et elle le trouva dans une ville presque sans défense, protégée uniquement par des vieillards, des jeunes, et la foi que personne n'oserait attaquer le centre même du pouvoir suédois. L'aube qui suivit allait changer l'histoire du Nord. Car quand la guerre atteint le cœur plutôt que la frontière, il n'y a plus de retour possible. L'aube sur le lac Mälaren était généralement paisible. Une brume pâle flottait sur l'eau immobile et la ville s'éveillait lentement, confiante en sa position et son histoire. Sigtuna n'était pas seulement une colonie de plus. C'était le centre spirituel, commercial et symbolique du royaume. Un lieu qui n'avait jamais connu la peur réelle, car il avait toujours vécu sous la protection de la réputation viking. Ce matin-là, la brume ne se dissipa pas avec la lumière. Elle fut déchirée par le son de centaines de rames avançant à l'unisson. Pour ceux qui regardèrent depuis la rive, ce qui émergeait du voile blanc ne ressemblait pas à une armée traditionnelle. Il n'y avait ni étendard clair, ni formation reconnaissable. C'était une marée sombre qui avançait avec une détermination inquiétante, comme si elle savait exactement combien de temps elle avait avant de disparaître à nouveau. Les défenses du port, conçues pour freiner les navires lourds, se sont avérées inutiles. Les embarcations de l'Est se sont glissées au-dessus des obstacles immergés, profitant de leur faible tirant d'eau. En quelques minutes, elles ont touché terre. Il n'y eut pas de pourparlers, ni d'avertissement solennel. La vitesse fut leur plus grand allié. Avant que la garde ne puisse s'organiser, le chaos s'était déjà étendu dans les rues proches du quai. La ville a réagi tard et mal. Les défenseurs étaient peu nombreux et manquaient d'expérience. Ce qu'ils virent avancer vers eux n'était pas une ligne disciplinée, mais une multitude déterminée, rapide, impossible à classer dans les anciennes catégories de guerre. Cette différence, plus que n'importe quelle arme, a brisé la résistance initiale. La porte principale céda et le cœur de Sigtuna fut exposé.
L'épisode le plus mémorable ne le fut pas pour sa violence directe, mais pour sa charge symbolique. Dans la cathédrale, le lieu où même l'ennemi était censé s'arrêter, la dernière illusion s'est effondrée. Ce ne fut pas un acte impulsif, mais un message soigneusement calculé. Attaquer le centre spirituel signifiait défier l'ordre qui légitimait le roi et sa foi. C'était une déclaration politique enveloppée de fumée et de silence. Pendant ce temps, loin de là, dans les forêts orientales, le roi Knut commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. Son armée, fatiguée et désorientée, passait des jours sans affrontement clair. Les provisions se faisaient rares et le terrain devenait de plus en plus hostile. La guerre qu'il avait imaginée n'existait pas. À sa place, il y avait une attente interminable et un sentiment croissant d'avoir été trompé. À Sigtuna, le pillage ne s'est pas limité au matériel. Ils emportèrent des symboles, des œuvres et des objets qui représentaient l'identité même du royaume. Ce n'était pas de la simple cupidité, c'était une humiliation stratégique. Quand la fumée s'éleva au-dessus de la ville, elle était visible à des kilomètres de distance, comme un signal destiné tant aux alliés qu'aux ennemis. Les quelques-uns qui réussirent à fuir se cachèrent dans les forêts et regardèrent en arrière sans reconnaître leur propre foyer. À cet instant, la soi-disant paix suédoise cessa d'exister. Les chasseurs avaient découvert, trop tard, que le coup le plus dévastateur ne tombe pas toujours sur le champ de bataille. Parfois, il arrive à l'aube, quand vous croyez que votre maison est en sécurité. Le moment de la retraite n'est pas arrivé comme un ordre stratégique, mais comme une reddition silencieuse face à la réalité. Au fond des forêts orientales, le roi Knut comprit que sa campagne était devenue vide de sens. Il n'y avait pas d'ennemis visibles, pas de ville à soumettre ni de butin qui justifiât l'usure. Le terrain, la faim et l'incertitude avaient même fait ce qu'aucune force armée n'avait réussi. Briser la volonté d'avancer. L'ordre de revenir fut donné avec amertume. Les hommes reprirent le chemin du retour, portant non seulement le poids de leurs armes, mais aussi une suspicion croissante. Quelque chose n'allait pas. Le silence de la forêt ne semblait plus une absence, mais une présence vigilante. Chaque craquement, chaque ombre était ressenti comme un rappel que l'ennemi était toujours là, choisissant quand et où apparaître. En arrivant sur la côte, l'anxiété se transforma en choc. Les bateaux étaient là, mais pas comme ils les avaient laissés. Certains montrèrent des signes d'avoir été attaqués, d'autres avaient été délibérément endommagés pour empêcher une fuite ordonnée. L'arrière-garde, confiante en l'éloignement du danger, avait été surprise. Le message était sans équivoque, même le retour avait été anticipé. Le chaos se propagea rapidement. Les capitaines tentèrent de réorganiser la flotte, mais la fatigue et la confusion avaient érodé la discipline. Quand ils parvinrent enfin à prendre la mer, ils ne naviguaient plus comme une force sûre d'elle-même, mais comme un groupe blessé qui craignait ce qu'il ne pouvait voir. La Baltique, avec sa géographie trompeuse, devint un labyrinthe psychologique. La brume, dense et persistante, effaçait l'horizon. Des îles basses et des bancs de sable apparaissaient et disparaissaient sans avertissement. Pour des navigateurs experts et reposés, cet environnement pouvait être un allié. Pour une flotte démoralisée, c'était un piège. Chaque ombre sur l'eau semblait un présage. Chaque son distant, une menace. Alors commencèrent les attaques. Non frontales, non spectaculaires. Des rafales brèves, des mouvements rapides, des impacts destinés à désorganiser. L'objectif n'était pas la destruction immédiate, mais la paralysie. Un bateau qui perd sa capacité de manœuvre devient une charge pour les autres, et une flotte qui s'arrête en pleine mer devient vulnérable à sa propre peur. Depuis le navire amiral, le roi Knut observait comment la formation s'effilochait. Aider les retardataires signifiait mettre en danger l'ensemble. Avancer impliquait d'accepter des pertes. Ce fut la décision la plus dure de son règne. Continuer. À cet instant, il comprit que le pouvoir ne consiste pas toujours à vaincre, mais à choisir ce qu'il faut sacrifier pour survivre. Quand la côte suédoise apparut enfin à l'horizon, il n'y eut aucun soulagement. Le vent apporta avec lui une odeur persistante, lourde, qui parlait de fumée ancienne et de ruines récentes. Avant même de débarquer,
les hommes sûrs que ce qu'ils trouveraient ne serait pas un foyer, mais un rappel. La baie, qui avait été symbole de prospérité, était maintenant un espace silencieux. Des bois noircis flottaient près des quais, et les constructions qui avaient marqué l'enfance de beaucoup se réduisaient à des formes méconnaissables. Ce n'était pas seulement une destruction physique, c'était une amputation de la mémoire collective. Le roi posa pied à terre sans cérémonie. Il marcha parmi les cendres, conscient que la défaite la plus profonde n'avait pas eu lieu en mer ni dans la forêt, mais dans l'idée même d'invulnérabilité. Cette journée scella une vérité inconfortable. La domination avait été brisée, et avec elle, la sécurité qui avait soutenu le royaume pendant des générations. La destruction de Sigtuna ne fut pas la fin de l'histoire, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus inquiétant. Tandis que la Suède tentait de se reconstituer, léchant des blessures visibles et invisibles, la victoire à l'Est a produit un effet inattendu parmi ceux qui l'avaient remportée. La peur avait changé de camp, oui, mais le succès a apporté une tentation encore plus dangereuse, l'ambition. Les peuples de la Baltique orientale comprirent quelque chose d'essentiel. Unis, ils avaient été capables d'humilier une puissance qui pendant des siècles domina le large. Cette révélation a modifié leur perception du monde. Ils ne se voyaient plus seulement comme des défenseurs de leurs forêts et de leurs côtes, mais comme des acteurs capables de décider du destin de la région. Le butin matériel importait moins que la leçon apprise. La force ne résidait pas uniquement dans l'acier, mais dans la coordination, le timing et la lecture correcte de l'ennemi. Cependant, l'histoire permet rarement des victoires sans conséquences. Au sud, d'autres observaient avec attention. À la différence des royaumes nordiques, il ne s'agissait pas de chefs qui se battaient pour le prestige ou le commerce, mais d'une force animée par une logique différente, plus rigide et dangereuse. Ils ne cherchaient ni or ni esclaves, ils cherchaient l'ordre, ils cherchaient l'obéissance. Et, par-dessus tout, ils croyaient avoir un mandat supérieur qui justifiait tout sacrifice. Le choc culturel fut inévitable. Pour les hommes de la forêt, la guerre avait toujours été flexible, adaptative, liée au terrain et à la communauté. Pour leurs nouveaux adversaires, la guerre était un système. La pierre au lieu du bois, la discipline au lieu de l'improvisation, la permanence au lieu de l'incursion. Ce qui avait fonctionné contre les Vikings ne suffirait pas contre un ennemi qui ne se retirait pas à la fin de l'été. Les premières de confrontation laissèrent une empreinte profonde. Là où il y avait auparavant des palissades qui brûlèrent facilement, s'élevaient maintenant des murs qui ne cédaient en des pas. Là où auparavant le prestige s'acquérait par la bravoure individuelle, s'imposait désormais une obéissance mécanique. Pour les peuples baltes, ce fut comme affronter une logique étrangère, presque inhumaine. Et, malgré tout, ils ne se sont pas rendus. L'adaptation redevint la clé. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas rivaliser aux conditions du nouvel adversaire, pas en terrain découvert, pas selon ses règles. Alors ils revinrent à ce qu'ils connaissaient le mieux, l'environnement, le climat, la patience. L'hiver, qui pour beaucoup n'était qu'une saison rude, se transforma en un allié silencieux. Là où le fer devenait un fardeau et la rigidité une faiblesse, ils trouvèrent une opportunité. De ces tensions émergea une figure distincte, un leader qui comprit que la survie ne dépendait pas seulement de la force militaire, mais de la politique, qui vit dans le chaos une occasion de construire quelque chose de plus durable. L'union de tribus dispersées, la création d'un pouvoir capable de négocier, de tromper et de résister. Il ne s'agissait pas d'abandonner les vieilles croyances, mais de les utiliser avec intelligence dans un monde qui changeait rapidement. Ainsi, ce qui avait commencé comme des représailles contre les incursions vikings finit par altérer l'équilibre de l'Europe du Nord. Les hommes qui avaient été considérés comme de simples habitants de la forêt devinrent les protagonistes d'une transformation historique. Ils ne furent ni civilisés, ni effacés. Ils apprirent, résistèrent et se réinventèrent. Au final, la leçon fut brutale et claire. Les Vikings avaient raison de les craindre, mais pas pour leur férocité, mais pour leur capacité d'adaptation. Tu peux dominer la mer pendant des générations. Tu peux construire des mythes sur ton invincibilité. Mais si tu sous-estimes ceux qui observent en silence, tôt ou tard, tu en paieras le prix. Dans la Baltique, ce prix fut la naissance d'une nouvelle puissance, forgée non seulement par la guerre, mais par la mémoire et la ruse.